Alors je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009 parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. À propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse, et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver. Pour une raison extrêmement simple, c'est que il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça marche pas. Faire un chèque, ça marche pas. Une carte bleue, ça marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça vous mène pas loin, hein. Vous tenez 4-5 jours. Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. Oui. C'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent toutes ensemble. Ça pourrait se produire, d'après vous, ça? Alors, pour moi, Grèce, oui. si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé, par pouvoir public interposé, de venir au secours des banques, car si les banques calanchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème, c'est que, de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Vitaux. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Je veux dire, si toutes les banques tombent, ceci s'évapore dans l'instant. Et c'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts, hein. Ça va si une banque ou deux tombe. Si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. C'est quoi l'intégrité du système des paiements? C'est le fait que les banques sont les teneurs de compte, qu'elles les mouvementent, qu'elles les débitent, qu'elles les créditent, donc elles sont les opératrices. Absolument. C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires. La gestion des moyens de paiement. Et exactement. Alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage pluriel et amoral, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on vous bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais.